Mireille Fanon-Manès-France, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancienne présidente du groupe de travail d'experts sur les personnes d'ascendance africaine à l'ONU. Vous êtes aussi, je le rappelle, la présidente de la fondation Frantz Fanon qui était votre père, l'une des grandes figures de la lutte anticoloniale, de la lutte des peuples pour leur émancipation à partir des années 50. Il a été, ses livres, son travail, notamment le travail théorique et politique qu'il a fait a été un travail de base pour tous les militants anticolonialistes et anti-impérialistes de cette époque. Alors, vous êtes ici, on est ici au Conseil de l'Europe. Un député suédois qui s'appelle Mamadou Malcolm Jallow vient de rédiger un rapport sur le racisme anti-africain, anti-noir, on va le dire, dont on parle peu et qui est un phénomène massif, à tel point qu'on en parle si peu qu'il n'y a pas réellement de nom pour nommer cette forme de racisme, alors qu'il y en a pour les autres formes de racisme. Comment un phénomène aussi massif, dont nous allons parler en détail, nous allons voir quels sont les symptômes de cette importance, comment se fait-il qu'un phénomène comme celui-ci n'ait finalement pas de nom? Est-ce que c'est un symptôme, ça aussi? Oui, et ça participe d'ailleurs à l'invisibilisation de la racialisation dont sont victimes les personnes d'ascendance africaine et les Africains. Vous voyez que je n'emploie pas le mot racisme, j'ai bien employé le mot racialisation, parce qu'on doit le référer à la politique de la race qui a été mise en place au moment des grandes découvertes, 1492, et qui s'est étendue jusqu'au 19e siècle, un certain temps donc, et qui a touché 4 continents et qui a vu le transfert forcé de millions d'Africains et la mise en esclavage de millions d'Africains. Cet événement historique-là a toujours des conséquences concrètes, visibles, aujourd'hui dans nos sociétés, spécialement dans les sociétés européennes. Mais dans les sociétés européennes, et malheureusement, comme l'Europe est devenue le modèle à adopter, enfin en tout cas le modèle intellectuel, culturel à adopter, il touche l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Amérique, l'Asie, etc. Ça touche un certain nombre de pays où la pensée intellectuelle s'est construite autour de la modernité. Et il y a un eurocentrisme, et cet eurocentrisme, il se voit très bien avec la façon dont on continue à considérer les afrodescendants, parce que ça s'est intériorisé, il y a un inconscient collectif qui fait que le noir, quand on voit un noir, on pense danger, où on pense odeur comme M. Chirac, où on pense danse comme ceux qui font de l'exotisme, etc. Mais on ne pense pas qu'on a en face de soi un égal, notre égal, votre égal. Ce mal, comment l'extirper, sachant que vous êtes une familière des institutions internationales, ici on est au Conseil de l'Europe bien sûr. Ces institutions internationales prennent des mesures, font des rapports sur ces phénomènes de racisme particuliers qui concernent les populations d'origine africaine, les Noirs en général. Comment se fait-il qu'on ne réussisse ces Non, il n'y a pas de rapport. Ces mesures ne donnent rien finalement? Les États ne font pas de rapport. Ce sont les organisations de la société civile qui en font et qui alertent les États. Mais si vous regardez aux États-Unis, si vous regardez en France, l'État n'a jamais fait un rapport sur la situation des afrodescendants, particulièrement en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à la Kanaki et à Mayotte. Jamais. Jamais l'État n'a fait un rapport sur la situation des afrodescendants, non seulement économique, mais aussi la forme de racisme structurel dont ils sont victimes. Jamais. Parce que l'État, faisant des lois, une loi générale, générique sur toutes les formes de racisme. Donc, on fait son travail. Le racisme, on vous dit que le racisme, toute atteinte, toute expression raciste ou racialisante est punie. Ça n'est pas vrai. Le meilleur exemple, c'est les violences policières. Quand elles s'exercent à l'égard de jeunes noirs qui sont contrôlés 25 fois par jour dans les endroits où ils vivent, ou quand des jeunes noirs ou maghrébins sont tués par la police, il n'y a pas d'enquête. La plupart du temps, on dit il est mort étouffé, il est mort par accident, on casse, on broie le larynx d'une personne et on nous dit que mais non, c'est normal, il est mort d'étouffement. Et quand après les familles veulent investiguer pour avoir les vraies raisons, parce qu'elles doutent de la véracité de ce que la police raconte, c'est impossible. Elles sont face à des
à de puissantes réactions qui font qu'il faut vraiment se bagarrer pour arriver à obtenir justice. Et dans tous les cas, c'est ça. Si on regarde Adama Traoré, si on regarde Ali Ziri, si on regarde, j'ai plus les noms là, mais enfin, un certain nombre de jeunes, Ali Ziri était moins jeune, mais un certain nombre de jeunes qui sont morts de violences policières, et la police n'est jamais jugée coupable. Donc on a aussi intériorisé le fait que ce n'est même pas la peine de s'avouer raciste. On peut être raciste sans avoir à s'avouer raciste. C'est ça qui est le pire, c'est qu'on peut avoir, il faut vraiment que ça atteigne des horreurs comme pour Taubira, où on l'a traité, alors qu'elle était ministre de la Justice, où on l'a traité d'ora-outan, où la personne disait qu'elle préférait la voir dans un arbre plutôt que sur les blancs des ministres à l'Assemblée nationale. Il faut vraiment que ça atteigne quelqu'un de haut placé pour que l'État regarde un peu plus. Et là, l'État était un peu forcé, c'était quand même un membre du gouvernement. Mais quand même, les histoires de racisme racialisant à la justice, ou ne passent pas liberté d'expression, ou comme on dit, elles sont jugées, enfin, il n'y a pas de suite, etc. Donc, on voit bien c'est ça le racisme structurel, c'est ça. C'est ça. Vous citez des effets concrets de ce racisme latent, permanent, invisible mais présent, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement des questions d'état d'esprit, il y a des conséquences dans la société, il y a d'autres conséquences, j'allais dire encore plus massives, ce sont les conséquences économiques. Ah oui. Vous parlez par exemple de la situation dans les colonies françaises, dans les pays comme la Martinique, la Guadeloupe, etc. Avec ce constat, c'est que dans ces pays-là, la situation économique des habitants de cette région et de ces régions est toujours inférieure à la situation moyenne des Français, même pauvres. C'est structurellement, fondamentalement dans ces pays-là qu'on voit finalement l'effet massif de ce que vous décrivez. Et c'est particulièrement vrai en termes de PIB par habitant. Il y a plus de 10 points d'écart. C'est vrai aussi sur le chômage, où nous, on est à peu près, enfin maintenant, bon, avec la manipulation des chiffres, on est à moins de 8%, mais là-bas, c'est 25%, sans oublier que pour la jeunesse, entre 18 et 25 ans, c'est 60%. Donc ensuite, vous avez la lecture aussi. L'illettrisme et je ne sais plus de quel point au niveau national, mais il y a encore 10 points d'écart. Donc on voit bien. Et ça, justement, voilà, encore un élément qui vient renforcer le racisme structurel, c'est qu'on n'en parlera pas. On ne dira jamais aux Français de la métropole, je n'aime pas ce terme, mais enfin, de la métropole, parce que c'est un terme quand même un peu colonial, tout à fait colonial, on ne dira pas à ces Français que dans les colonies, la situation est totalement dégradée. Mais tout comme, si vous regardez bien, l'histoire du chlordécone, interdit depuis 1974 dans nombre de pays, en Martinique, en Guadeloupe, ça n'a été interdit que dans les années fin 90, avec un désastre écologique et un désastre humain très important. On n'en parle pas. Ça ne dépasse pas la ligne. On en parle à l'intérieur des îles, mais on n'en parle pas. Ça ne traverse pas l'Atlantique. Très peu. Donc, on a même, sur un point de vue même environnemental, il y a un racisme environnemental aussi qui s'exerce. Et on n'en parle pas parce que tout compte fait, c'est pas la peine de s'avouer raciste. On n'est pas raciste. De facto, on n'est pas raciste puisqu'on vous dit que tous les hommes sont égaux. Mais il ne faut pas oublier qu'en 1789, lorsque cette première déclaration est arrivée, des citoyens français étaient exclus de facto, puisqu'il y avait encore la mise en esclavage qui a existé jusqu'en 1804. D'accord ? Jusqu'en 1994. La première abolition a eu lieu en 1794. Donc pendant 5 ans, des citoyens français ont été exclus de ça. Donc l'égalité ne fonctionnait pas. 1802, Napoléon remet l'esclavage en partie, jusqu'en 1848. Donc cette première déclaration, mais elle est caduque. Elle est caduque et elle devrait même être constitutionnellement considérée comme caduque, puisqu'elle a exclu de facto des citoyens, des milliers, voire des millions, peut-être pas des millions, mais enfin des milliers de citoyens de l'égalité de droit. Et c'est de ça aussi que l'on part. C'est de ça. On n'a jamais été un pays égalitaire. Et tant que la France ne voudra pas reconnaître
que cette inégalité structurelle, elle affecte encore aujourd'hui la perception que l'on a ou la représentation que l'on a des personnes d'ascendance africaine et maintenant sur les Africains, parce que ce qui s'est mis en place pour les afrodescendants, c'est généralisé après aux Africains, c'est étendu par une espèce de poussée sémantico-fausse, enfin, de pousser à l'ensemble du continent africain. Parce qu'ensuite, à la fin de la mise en esclavage, donc 1848, on est allé coloniser l'Afrique. N'oublions pas non plus qu'en 1848, dans l'article de loi, dans le décret de loi qui validait l'abolition de l'esclavage, il y avait un article 5 qui disait les propriétaires d'esclaves vont recevoir une compensation parce que ça a été c'est un dommage économique énorme pour eux. Or, on est donc dans une société qui ne reconnaît pas l'égalité de droit entre les personnes de sa société, et en plus on compense les perpétrateurs du crime contre l'humanité et de génocide, alors que les victimes sont restées hors de tout ça. Donc on voit bien que si on n'arrive pas à parler des réparations à un moment donné, on restera toujours au même endroit à faire des recommandations, à faire des rapports, mais le rapport, il doit vraiment se structurer à partir de cette histoire. Il y a un facteur aggravant, en plus de tout ce que vous êtes en train de dire, vous dites le capitalisme même, en tant que mode de production, en tant que type de société, produit aussi cet effet-là. Mais le capitalisme, c'est même pas qu'il produit ça, le capitalisme s'est construit sur la déshumanisation de millions de personnes. C'est ça que les gens ne veulent pas entendre. C'est que le capitalisme, il n'est pas venu de n'importe où. À partir du moment où vous avez considéré que vous pouviez acheter des hommes et des femmes comme biens meubles, puisqu'il y a le code noir qui précise bien que ce sont des biens meubles et qu'ils n'ont pas de droit, ils n'ont pas de nom, ils sont totalement déshumanisés. Vous avez là les bases même du concept du capitalisme. La mise en esclavage a enrichi les banques, les ports, les pays, etc. Et c'est ça le capitalisme aussi dont on doit vraiment aujourd'hui interroger. On doit l'interroger à l'aune de cette histoire et pas seulement des désastres que ça fait. Parce que ces désastres, ils viennent de là. Des centaines de jeunes Africains, femmes, enfants, aujourd'hui disparaissent en mer en tentant de rallier les côtes européennes. On n'en parle pas plus que ça, on en parle un petit peu, mais pas plus que ça finalement. Ça fait souvent dans les informations des brefs, comme on dit. C'est aussi un signe massif de cette absence, de cette invisibilité, comme vous dites, des populations d'origine africaine dans nos cultures. Oui, parce qu'en fait, c'est aussi l'absence de reconnaître que la colonisation que nos pays ont organisée sur le continent africain a eu un impact durable et encore maintenant sur la vie du continent africain, sur l'ensemble du continent africain. Comment est-ce qu'on explique quand même qu'il a fallu attendre 1994 pour la fin de l'apartheid en Afrique du Sud? Un petit groupe de Blancs a terrorisé, torturé des millions d'Africains en Afrique du Sud pendant des années, et ça au vu et au su de tout le monde. Comment se fait-il quand même que l'ONU, entre autres, ne se soit pas levée, n'ait pas eu une levée de bouclier dès le début? Donc il y a quand même, et on voit bien comment se fait-il aussi que tout ce dont a besoin l'Europe et les États-Unis en termes de technologie, en termes de ressources naturelles pour avoir cette technologie particulière, vient d'Afrique. La plupart viennent d'Afrique. Donc ces pays sont pillés par des consortiums canadiens ou européens, mais sans aucune redistribution pour les populations. Donc elles n'ont d'autre choix, puisqu'elles sont maintenues dans une extrême pauvreté, elles n'ont d'autre choix que de venir en Europe. Et l'Europe étant toujours eurocentrée et axée autour de la modernité qui a construite ses références intellectuelles et idéologiques, considère toujours que l'autre est un ennemi. Donc, effectivement, on bloque la venue de tous ces jeunes, particulièrement des jeunes, qu'ils meurent dans la Méditerranée, qui était maintenant un grand cimetière, ne gêne personne. Ne gêne personne, aucun pays. Et même la France fait des lois de plus en plus, depuis Sarkozy, où on a eu comment il s'appelait déjà, je ne me souviens plus, mais enfin bon, cette loi si particulière de Sarkozy qui a mobilisé un très grand nombre d'acteurs travaillant avec les migrants.
depuis les lois de Sarkozy ou même les lois de Vaillant aussi, on peut remonter à Vaillant, Sarkozy et maintenant Macron, il n'y a pas une loi qui ouvre un espace et l'Europe s'y met aussi, à tel point même qu'aujourd'hui la Hongrie tire par des tirs de sommation sur les migrants. Donc on voit bien que c'est l'ennemi, ce n'est même plus un ennemi comme un État, c'est une forme indéfinie. Mais c'est une peur qui est basée vraiment sur l'afrophobie. Et c'est là vraiment sur l'histoire des migrants. Et moi, j'ai l'habitude de dire que les migrants sont les nouveaux esclaves du XXIe siècle. Et ça, il faut quand même qu'on s'intéresse à ça et qu'on réponde à cette question. Est-ce qu'on est, en faisant des lois européennes ou autres, contre la libre circulation des gens, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous, on a le droit d'aller en Afrique. On a le droit de pouvoir, on a peut-être besoin de quelques visas dans quelques pays, mais cela dit, on peut aller se promener, on peut aller en vacances, etc. On peut même aller s'installer si on veut. Si l'inverse n'est pas vrai, donc où est-ce qu'on est sur la souveraineté? Ça pose la question de la souveraineté des États, de la souveraineté des peuples, sur les droits ce sont des droits. À l'heure actuelle, nous sommes confrontés à des droits inégaux. Des droits inégaux. On est fondé notre vie, notre déclaration universelle des droits de l'homme, elle est fondée sur une inégale égalité. Quand est-ce que ça va cesser? Je vous remercie, Mireille Fanon-Mendès France. Merci beaucoup. Merci.